professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la LILA. Salut à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur studioqualita.com, peut-être même sur Facebook, ça dépend où vous nous regardez. C'est aussi possible sur YouTube. Enfin, pour l'heure, je suis avec Benjamin Landau. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous en prie. Pour nous parler d'un sujet passionnant. Voilà, ça s'appelle le Khinour Meshalev. Alors, est-ce que vous pouvez nous traduire ça en plusieurs mots? Vous avez le droit de faire une phrase avec. J'ai pas d'autre choix. Le Khinour Meshalev, c'est l'éducation qui fait asseoir ensemble dans une même classe les datim, les religieux, et les chilonim, les laïcs, on va dire. Ça veut dire des Israéliens, mais qui n'ont pas tout à fait le même niveau, ni la même façon d'être éduqués à la maison d'un point de vue religieux. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Alors, c'est un sujet très intéressant parce que lorsqu'on vient de France et qu'on est à l'école, on a soit l'école laïque, l'école de la République, soit des écoles privées, des écoles juives, ok, où à l'intérieur de ces écoles juives, il y a des gens très différents, des très religieux, des moins religieux, des pas religieux du tout, il y a de tout. Exactement. C'est quelque chose qui était vécu comme une évidence pour moi en France en tant qu'enfant et qu'adolescent. Et en arrivant en Israël, on découvre que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a en principe ce qu'on appelle Chok Chinur Mamlarti. Tout le monde doit étudier à l'école publique a priori. Mais en fait, ce Khinour Mamlarti il est divisé en deux, en Mamlarti qui est le courant général laïque et le Mamlarti Dati qui est le public mais religieux. L'école publique religieuse, donc ça paraît un peu bizarre, mais en même temps on est en Israël, donc les choses changent. Voilà, alors vous avez fait une expérience particulière, vous êtes arrivé en Israël il y a 16 ans, vous êtes ingénieur de formation, on peut même dire que vous travaillez chez Mobileye. On peut le dire. Voilà, on peut le dire. Vous êtes papa de 3 enfants et vous avez, par un hasard de la vie, ça s'appelle les cadeaux de l'Alia, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Voilà, vous avez mis vos enfants justement dans ce système-là, Khinour Meshalev. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous un peu cette histoire. Nous, donc, et aussi bien ma femme que moi, on est arrivés en Israël avec notre bonne éducation d'école juive de France, dans lequel... Vous aviez été tous les deux scolarisés en école juive? Oui. D'accord. Pas dans la même école, mais chacun en école juive. Et donc, il y avait une espèce d'évidence dans le fait que on étudie en classe avec toutes sortes de juifs, et pas de souci pour ça. Et très vite, il s'est avéré que non, vous devez faire un choix. Ou bien là, ou bien à gauche, ou bien à droite. Quand vous êtes arrivé dans une salle, on vous a dit non, il faut inscrire vos enfants, vous les inscrivez dans le Memlarti en laïque, bon c'est tous des juifs mais c'est des laïcs, ou vous les inscrivez en Memlarti Dati, des gens plus religieux, ça veut dire que là on fait la tfila le matin. Alors il faut aussi expliquer ce que c'est que le Memlarti laïque pour qu'on comprenne bien, parce qu'on étudie aussi l'histoire juive, on étudie aussi le Tanakh en Memlarti laïque, enfin en Memlarti tout simple, mais c'est différent quoi. Alors dans le Memlarti, toute l'approche du judaïsme est vécue hors contexte religieux, c'est-à-dire que le Tanakh, c'est un livre d'histoire, qu'il n'y a pas de tfila, on va parler des fêtes juives dans leur contexte moderne, c'est en rapport avec le... Shavuot, c'est la fête des moissons, par exemple. Par exemple. Ah, ça donne l'idée. Et je dirais quelqu'un qui a un mode de vie religieux, il a à peu près aucune raison de s'intégrer là-dedans, parce qu'il veut que ses enfants apprennent à prier tous les matins, qu'on lui apprenne aussi la halakha, par exemple. C'est un domaine qui ne sera pas du tout abordé dans une école mamlarti. Alors justement, vous avez une kippa sur la tête, vous avez l'air d'être shomer mitzvot, vous avez étudié en école juive. Quel intérêt de mettre vos enfants dans un endroit où on ne sait pas si c'est blanc ou noir, ou c'est un peu bizarre? Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une grande différence entre mon identité et l'ensemble de ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de besoins pour mes enfants. Évidemment que je veux qu'ils fassent la tfila et qu'ils apprennent la halakha, et qu'ils apprennent la Torah, y compris la Torah chez BLP. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre d'abord les maths et l'anglais avec des enfants qui ne sont pas comme ça, qui ne font pas la tfila, etc. Et c'est deux choses que je vois comme différentes. Il y a mon identité et il y a
mon identité, elle se fait aussi en regard de celle des autres. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont là à côté. Ils n'ont pas le même mode de vie que moi. Et j'apprends ça aussi à mes enfants à travers l'exemple qu'ils vivent au jour le jour. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez parlé quand même d'un élément qui a été déclencheur pour vous, c'est la Hitnatkout, quand Israël est sorti de Gaza. C'est exact. Donc, on nous avait préparé au fait qu'il faudrait qu'on aille choisir un courant, et pour nous, ça aurait été très logiquement le Mamlarti Dati, puisqu'on a un mode de vie religieux, puisqu'on est Shomri Mitzvot. Et la dernière année de maternelle de ma fille aînée, c'était l'année de la Hitnatkout, et on a été stupéfaits, voire horrifiés par la façon que les gens avaient de parler les uns des autres, en fait. Entre ceux qui étaient pour le désengagement, ceux qui étaient contre le désengagement d'Israël. Et on avait l'impression que... Ça se parlait mal. C'était pire que ça. C'était à coup de clichés, de méconnaissance les uns des autres, de phrases que j'aurais pas pu imaginer que des gens disent les uns aux autres alors qu'ils veulent vivre dans le même pays. Donnez-nous un exemple, si vous vous en souvenez. Je me souviens d'avoir des gens entendus dire enfin, qu'est-ce qu'il y a, moi aussi j'ai déjà déménagé, de quoi ils se plaignent, ou au contraire des gens religieux faire campagne sur de toute façon vous ne voudriez pas que des gens comme nous habitent à côté de chez vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie de nous voir. Tout le dialogue était très... Il y avait une méconnaissance des uns des autres et beaucoup de haine. Oui. Et j'ai eu l'impression surtout que la possibilité de parler comme ça de façon aussi violente, aussi déconnectée, elle venait en fait de la méconnaissance. Si les gens avaient l'occasion de se fréquenter vraiment de près, ils auraient un sentiment un peu ils pourraient créer un sentiment de vivre ensemble qui leur permettrait d'avoir des désaccords, et même des désaccords profonds, mais sans arriver à un dialogue aussi froid, aussi détaché et aussi violent souvent, en fait. Alors, donc, cette façon de voir, parce qu'on a toujours du recul quand on est immigrant, c'est aussi ça, l'apport des Olim Hadashim à la société israélienne. On a du recul, on voit les choses un peu différemment. Et donc, ça vous a choqué et vous vous êtes dit, j'ai pas envie de faire partie de ça, j'ai envie de créer, puisque je viens d'arriver, je vais avoir une nouvelle vie, un monde aussi nouveau et offrir à mes enfants autre chose. On a eu beaucoup de chance, en fait. À cette époque-là, on a été approché par des gens de l'endroit où on vivait. Des voisins. Des voisins, en quelque sorte, qui nous ont dit, voilà, nous, on a un projet, on voudrait bien créer une école qui soit du Chinour Meshalev, qui, en tant que tel, le concept n'existait pas encore entièrement. Il y avait certaines écoles qui existaient. Voilà, il y en a une à Jérusalem, il y en a quelques endroits. Connue, c'était Keshet, l'école Keshet, Rehov Alexandria. Alors, on nous a parlé de cette école-là. On nous a dit, voilà, on veut aller voir cette école. Les enfants religieux et non religieux étudient ensemble, et on voudrait bien voir ce qu'ils font et reproduire le modèle chez nous, dans l'endroit où on habite, qui s'appelle Masquerade Batia. Alors, mais comment ça se passe au quotidien? C'est ça qui paraît incroyable, parce que les choses sont tellement compartimentées dans la société israélienne qu'on a du mal à croire que ça marche. Alors, à bien compter, le nombre d'heures qui ne sont pas chargées d'un contenu qui est forcément religieux ou pas religieux ou quoi, sont assez nombreuses. Toutes les matières dites de l'IBA, de maths et anglais, et sciences, etc. Donc on va dire toutes les matières profanes sont étudiées ensemble, qu'on soit religieux ou pas, Tout à la fait. même classe. Tout à fait. Et par contre, la tfila ou les matières plus... Il va y avoir quelques heures dans lesquelles ils sont séparés par groupe d'appartenance identitaire. C'est-à-dire que le matin, les enfants arrivent à l'école. Les miens, ils vont avec leur groupe faire la tfila, pendant que le groupe qui ne fait pas la tfila a une activité qui s'appelle Mifgash, dans laquelle on va leur donner un contenu qui va être lié au judaïsme comme culture, et pas comme pratique religieuse. Ok. Donc, en pratique, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. D'abord, il faut savoir que selon les écoles, les modèles sont un petit peu différents. Il y a deux sortes de modèles. Il y en a dans lesquels, dans les jeunes âges, tous les enfants prient, par exemple. Okay. Chez nous, le modèle est dichotomique. Il y a comme vous l'avez décrit avant. Il y a ceux qui prient et puis ceux qui ne prient pas. Le but étant qu'il y ait tout le temps des activités en parallèle. Il ne s'agit pas d'en mettre plus aux uns ou des choses comme ça. Bon, alors, il faut préciser quand même qu'aujourd'hui, c'est un modèle effectivement qui marche, puisqu'il y a des écoles à Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Zichron Yaakov et même à Beersheva. Incroyable. Donc, vous savez combien d'élèves sont scolarisés à peu près dans ces écoles-là ou pas? Ou je suis dure avec vous? Je n'ai pas vérifié le nombre, mais de toute façon,
je serais venu il y a 1 an et je viendrai l'année prochaine, on parlerait déjà plus du tout des mêmes chiffres, parce que en fait, ce sont des écoles qui sont en plein développement. Donc il y en a beaucoup. Là, j'ai cité les grands endroits, mais il y a tout un tas d'endroits qui existent encore que j'ai pas cités, que ce soit Kfar-Doumim ou Tkoa. Et puis il y a des endroits où ça commence à se faire en fait, où il y a des petites classes. Justement, c'est tout à fait en résonance avec ce qui se passe dans l'actualité, puisqu'il y a eu un article dans Makor Rishon où les Français, ou en tout cas les nouveaux immigrants, se plaignaient les difficultés de l'éducation, de comprendre ce qui se passait dans la société israélienne. Donc c'est peut-être une solution, ce mode d'éducation-là. Ben, c'est ce que j'ai pensé aussi. Quand on immigre, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de difficultés. On a beau être dans notre pays, on est content d'y être, c'est normal qu'on se retrouve confronté à des questions. Et un des points qui était abordé dans cet article dont vous parlez, c'était le point d'interrogation des gens qui arrivent et à qui on dit « Ok, Mamlarti ou Mamlarti Dati ?» Moi, je croyais que j'allais étudier avec des juifs, je ne comprends pas la question. Alors et ça m'a renvoyé à mes propres interrogations à l'époque, en fait. Justement, vous ne trouvez pas que c'est très français, cette façon de voir la vie c'est cette ouverture d'esprit, je ne parle pas juif français, je parle de français, vraiment. Quelque chose qu'on a appris dans nos valises avec la France. C'est très français. Dans l'exil. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est très français. D'abord, on voit que les Israéliens une partie des Israéliens qui sont attachés à cette idée, très souvent, ils sont allés en Khoutz Laaretz pour leurs études ou des choses comme ça, et c'est là-bas qu'ils découvrent ça. C'est-à-dire que c'est pas israélien manifestement d'origine. Et oui, je pense que c'est très français. Moi, c'est une idée qui m'a reconnecté avec quelque chose que j'ai entendu il y a de très nombreuses années, je pense il y a 20 ans ou plus, chez Manitou. Il avait parlé de l'exil comme une nécessité de récupérer des morceaux d'identité pour les injecter dans l'identité de l'hébreu qui naît en Israël, en fait. Et que si les Juifs sont allés en... Chaque diaspora a un rôle à jouer, à ramener un peu de sa diaspora en Israël. C'est ça, que si les Juifs sont en France, en Amérique, au Maroc, en Pologne, c'est pour ramener quelque chose de ces identités dans l'identité Israël, dans l'identité hébreu, en fait, ivri. Et quand on a commencé à monter ce projet avec des gens qui étaient motivés, j'ai eu ce sentiment un petit peu que oui, ça c'est l'exception française dans le meilleur sens du terme. C'est ce que nous, comme juifs qui avons vécu en France, on a apporté pour le mieux vivre ensemble en fait, à la société israélienne. Alors, est-ce que ça marche au quotidien ? Est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants qui sont religieux, à force de fréquenter des enfants qui ne le sont pas du tout, lâchent un peu la rampe, comme on dit, puisque forcément, surtout à des âges, je parle après la bar mitzvah, à 13, 14 ans, l'adolescence, on se pose des questions, etc. On voit d'autres qui sont différents de nous. Pourquoi on va s'embêter avec des tfilotes et des cours de judaïsme en plus et ça fonctionne ou pas ? Et le contraire, forcément. Bien sûr. Alors, ça fonctionne. C'est la question, en hébreu, on dit $1 million, oui, que tout le monde pose. Cette question, elle existe d'autant plus que, de toute façon, des mouvements comme ça existent sans rapport avec le Chinuch Meshalev. Non, mais au quotidien, c'est pas dur à gérer ? Au quotidien, non. Au quotidien, c'est pas difficile du tout. Parce que l'identité d'un enfant, elle se fait en fonction d'un certain nombre de facteurs, dont l'école est évidemment un de ces facteurs, mais la maison, c'est aussi un des facteurs. Et l'image que nous, on donne à la maison, de ce qu'on vit autour de nous, que ce soit moi ou mes amis, je vois qu'elle influe beaucoup sur l'identité des enfants. Quoi qu'il se passe. Oui, ça veut dire que c'est peut-être encore un bénéfice que j'ai trouvé, moi, dans cette école. Elle me met en face de ma propre identité. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de me dire que bon, je suis un jour comme ci, un jour comme ça. Je dois me poser la question de qui suis-je, où suis-je, qu'est-ce que je veux faire. Et l'école me donnera cette légitimité de dire je suis shomer mitzvot, je ne suis pas shomer mitzvot, en fonction des réponses que je me donne. Mais cette cohérence en fait entre ce que j'ai décidé d'être et de faire passer à mes enfants et cette légitimité que l'école leur donne fait que moi, je vois, j'ai des enfants qui sont déjà plutôt grands, c'est-à-dire qui sont encore à l'école, mais dans le secondaire.
Et Ça, c'est on bien n'a aucun passé problème pour avec ça. Oui, oui. D'accord. Ok, alors ça favorise a priori, vous l'aurez compris, l'ouverture d'esprit. Et puis si vous ne savez pas trop encore où vous en êtes, en tout cas de votre judaïsme, pourquoi pas tenter l'aventure du Chinour Meshalev. Alors il y a 2 associations très Il faut que je actives. vous reprenne. C'est pas seulement si vous ne savez pas où vous en êtes de votre judaïsme. Oui, mais si vous ne savez pas trop et que vous hésitez, tout moi, simplement. j'ai toujours été chômeur mitzvot, donc c'est pas la question. Bien sûr, C'est mais plus une façon de se donner des réponses, de se tenir dans son identité, de la remplir de contenu plutôt que de se dire ok, je ne sais pas ce que je suis. Je sais ce que je suis et je le sais d'autant mieux en fait, simplement ou de façon beaucoup plus affirmée que j'ai un message à faire passer à mon enfant au quotidien. Alors, c'était rigolo parce que quand on a préparé aussi, vous me disiez, quand on change en fait d'établissement, qu'on va dans d'autres établissements, après le bac, etc., qu'il y a des discussions, les profs disent, identifie les gens qui viennent de ce mode d'éducation. Une des composantes de l'éducation qui est chez nous, elle est, on appelle ça en hébreu alphabétisation juive. C'est-à-dire que une des composantes fortes de n'importe quelle identité juive, qu'elle soit religieuse ou pas, elle est d'avoir une familiarité des textes, en fait, des textes du canon juif. Et pour ça, à côté de l'éducation frontale, elle est assez classique, l'éducation chez nous, elle n'a pas l'air démocratique ou que sais-je, mais là-dedans, il y a quand même un endroit où elle est différente. Les écoles comme Cachette à Jérusalem ou comme chez nous, elles ont un Beth Midrash dans lequel les enfants doivent étudier en Chavrutot, avec un petit peu de direction des profs, mais essentiellement en Chavrutot, autour de textes. Et ça leur donne une vision, une sécurité, une assurance par rapport au texte, qui fait qu'on les voit ensuite dans une masse d'enfants comme quelque chose de particulier, comme des enfants qui ont quelque chose à apporter au débat, même à un âge assez jeune finalement, qui ont quelque chose de très intéressant à dire sur des textes. C'est assez frappant. Ouais. Ok, alors l'école dont vous parlez, parce qu'on ne l'a pas citée, c'est Maskeret Batia. Voilà, c'est une ville juste à côté de Rehovot. C'est ça. Voilà. Alors, si par exemple des parents nous écoutent et ont envie aussi de tenter l'aventure, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des associations qui soutiennent ce modèle d'éducation? Alors, les écoles qui existent aujourd'hui, elles appartiennent formellement au monde mamlarti, c'est-à-dire à l'éducation nationale, publique. Mais les compléments qui sont dus au fait qu'il faut des contenus spécifiques, des formations pour les enseignants pour qu'ils soient adaptés au cadre, sont donnés par 2 grandes associations. Une qui s'appelle Meitarim et une deuxième qui s'appelle Tzav Pius. C'est eux qui sont souvent les moteurs derrière le développement de ces écoles. Et c'est vrai à 2 niveaux. C'est vrai d'abord au niveau des écoles qui existent. C'est-à-dire qu'on peut très bien les trouver via leurs coordonnées, leur site internet ou quoi, et leur dire voilà, moi je suis intéressé par ça, où ça se trouve. Mais il y a aussi une deuxième chose, disons, comme j'ai dit, la loi sur le Chinour Meshalev existe depuis l'année 2008, et donc petit à petit, en fait, il y a de plus en plus d'endroits où les gens sont intéressés à avoir une éducation comme ça. Et très souvent, il peut y avoir une organisation de parents qui se sont rencontrés par voisinage ou par annonce à la mairie, et qui auraient envie de trouver une structure comme ça, et ils sont plus qu'invités à aller voir Tzav Pius ou à aller voir Meitarim, et leur dire voilà, nous, des gens, on en a, des parents qui veulent envoyer leurs enfants, et vous avez des ressources, on voudrait bien que vous nous aidiez à faire ça, et ils sont très contents de le faire, bien sûr. Bon, alors, les cases et les choses bien compartimentées dans la société israélienne, c'est terminé avec le Chinour Meshalev. Enfin, en tout cas, c'est une voie pour abolir ces cases. On a quelque chose d'important, je pense, à donner à la société. Je ne sais pas si on peut abolir ça complètement. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Si des gens veulent absolument envoyer au Mamlarti Dati, je pense que c'est respectable. Mais il y a quelque chose qu'on a à donner en termes d'ouverture, de dialogue, de compréhension, de projet de société à la société israélienne. Il n'y a aucun doute. Ça vous a aidé pour votre parcours personnel de faire partie de ce projet-là? C'était une chance incroyable. C'était une chance incroyable parce que comme on était parmi la première promotion en fait qui a créé cette école, il y avait tout à faire. Et ça peut avoir l'air comme ça vraiment. Mais en fait, c'est un facteur d'intégration très fort. Parce qu'on se retrouve à avoir des projets en commun avec d'autres parents qu'on ne connaissait pas jusqu'à là. Israéliens, pas francophones forcément.
francophones et pas francophones, bien sûr, Ouais. de tous horizons. Bien sûr. Ces projets, ils nous occupent. Il y a d'un côté l'enthousiasme, en fait, de construire quelque chose de nouveau. Il y a de l'autre l'intensité d'être là tout le temps à vérifier est-ce qu'on est sur le bon chemin, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qu'on a à faire, est-ce qu'il n'y a pas une autre mission. Et on se retrouve à s'intégrer, je pense, beaucoup plus facilement, en fait, qu'en étant encore C'est un facteur une famille dans très une fort. grande école qui Ouais. existe depuis longtemps, etc. Donc pour nous, ça a été un facteur d'intégration incroyable. Ouais. Génial. Bon, eh bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous aurez éveillé la curiosité. C'est toujours intéressant de J'espère découvrir une nouvelle école. Ça, c'est vraiment une question centrale quand on fait l'ALIA. Donc voilà, Khinour Michalef, ça existe. Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Zichron Yaakov, Beersheva, on l'a dit, mais on le répète. Et puis, pourquoi pas en ouvrir d'autres grâce à Tsav Pius et Metarim, c'est possible. Merci beaucoup, Benjamin Landau. Merci à vous. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles. Voilà, s'il y a d'autres écoles qui s'ouvrent, on est là pour vous aider avec plaisir. Eh ben, écoutez, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent aussi. Je pense que je laisserai mes coordonnées Vous me contacter. contacter. Ok. Et puis on peut pousser ça plus loin, pas de problème. Eh ben, formidable. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.